Géraldine, vous avez un coup de gueule qui rejoint ce dont on va parler avec Tiffaine Auzière dans un instant. Coup de gueule qui va, j'espère, se transformer en coup de cœur. En fait, c'est vrai que les politiques, est-ce que ce sont des justifiables comme les autres? On en parle beaucoup là depuis quelques jours maintenant avec le procès de Marine Le Pen et des députés européens, voilà, et le financement de tout ça. Et en fait, moi, je ne comprends pas trop tout ça, en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire inéligibilité, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire un casier vierge? Bien, parce que c'est pas Est-ce qu'on peut se présenter? Est-ce qu'on ne peut pas se présenter? C'est quoi la jurisprudence? Est-ce qu'on va en parler. On va en parler avec Tiffaine Auzière. Merci. On a besoin de son éclairage. Merci Tiffaine Auzière d'être avec nous. On va parler de ça ce soir. Et c'est vrai qu'on a des questions, surtout avec ce qui vient d'arriver et les questions qui se posent autour de Marine Le Pen. Il y a plusieurs affaires déjà en ce moment dans l'actualité. Oui, effectivement, vous l'avez dit tout de suite, l'affaire relative aux emplois et à Marine Le Pen. Vous avez eu aussi, même dernièrement, la perquisition à la mairie de Montpellier. Donc c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et les questions que vous vous posez, je pense que tout le monde se les pose, de savoir est-ce que finalement les politiques sont jugés comme n'importe quel citoyen ou pas? Alors justement, première question, peuvent-ils être jugés comme n'importe quel autre citoyen? C'est la question qu'on se pose à 19h48. Alors, je pense qu'il faut distinguer déjà selon les statuts. Est-ce que, à votre avis, pour vous, c'est pareil quand on est parlementaire, gouvernement ou président? Non. Président, c'est le totem président, suprême. Alors, effectivement, les principes ne sont pas les mêmes. Alors, les parlementaires, vous avez une irresponsabilité et une inviolabilité. Alors, l'irresponsabilité, d'abord, c'est le fait qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. C'est-à-dire quand il vote, quand il fait un amendement, quand il prend la parole. Est-ce qu'à votre avis, c'est total ou pas total? Pas total. Pas total. Alors, pourquoi pas total? Parce que si, par exemple, il commet un crime, à ce moment-là, il peut être jugé. Alors là, on sera dans la question de l'inviolabilité. Parce que sur l'irresponsabilité, en fait, c'est que tous les actes liés à l'exercice du mandat, finalement, ne peuvent être sanctionnés que par l'Assemblée nationale. Et, par exemple, vous avez eu le cas dernièrement sur un député RN, c'était Grégoire de Fournas en 2022, qui avait été condamné par l'Assemblée suite à une injure raciste où il avait été exclu temporairement de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est, entre guillemets, c'est l'Assemblée qui fait le travail de sanction. Et l'inviolabilité, là, ça revient à ce que vous disiez, c'est que on ne peut pas arrêter un parlementaire, le mettre en garde à vue ou autre, sauf à demander l'autorisation de l'Assemblée, sauf un certain nombre de manquements qui sont détachables finalement de la fonction ou dans le cadre d'un flagrant délit. Exemple, Jean-Luc Mélenchon qui avait été, effectivement, quand il était député, les poursuites judiciaires avaient été engagées suite à la perquisition. Voilà. Pour le président ? Alors pour le président, c'est ce que vous disiez Géraldine, on est en haut, entre guillemets, de la protection, ce qui s'explique par la fonction et le fait qu'on ne peut pas intenter une action contre le chef de l'État faute de déstabiliser le pays. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune voie possible contre le président ou non ? En France, aux États-Unis, il y a une extension. D'attendre que son mandat soit terminé. Qu'est-ce qui se passe? D'attendre que son mandat, on peut l'attaquer une fois que le mandat est terminé pour les faits. Oui, mais là, elle parle pendant le mandat. Destitution, cour de justice. Voilà, donc là, il y a effectivement deux choses différentes. Pendant les fonctions, il y a la question de la destitution. Donc la destitution, c'est effectivement le président qui est présenté devant la haute cour pour des faits qu'on estime incompatibles avec la fonction. Est-ce que ça s'est présenté pour vous dans la Ve République ou pas ? Oui. Oui. Enfin, ça a été tenté, de mémoire. De mémoire, c'est Chirac et c'était Montebourg qui avait tenté ça, mais je ne suis pas sûr. Il avait collecté des signatures. Ça a été tenté 2 fois, donc il faut que ce soit des parlementaires qui mettent en cause la responsabilité pour la destitution. Et ça a été tenté contre François Hollande et contre Emmanuel Macron, et ça n'a pas abouti les 2 fois. Oui. Mais là, on est sur une juridiction qui est réellement politique et ça doit être déclenché par l'Assemblée. Et par contre, ce que vous disiez, Jean-Michel, sur les condamnations, ça, sur la justice pénale, c'est quelque chose qui vient après, puisqu'on l'a vu notamment avec la condamnation de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, mais qui sont venus après le mandat, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est de ne pas déstabiliser la fonction, c'est pas de protéger l'homme, mais de ne pas déstabiliser la fonction. Est-ce que vous avez des questions Tiffaine Auzière, vous voulez parler du gouvernement avant qu'on prenne des questions? Comme vous voulez. Bah, allez-y. S'il y a éventuellement un président qui, pendant son mandat, commet, non pas une faute irréparable, mais un crime, un délit routier incroyable, ou tue quelqu'un, etc. Il n'y a pas d'exception. Pendant la durée de son mandat, il ne sera pas jugé, condamné. Quand même, s'il tue quelqu'un, c'est ça ma question, en fait. C'est une bonne question, Gilles. Voilà. Jusqu'où ça va? Je pense que ça générerait derrière, de toute façon, une destitution. C'est-à-dire qu'il y aurait des parlementaires qui considéraient que ça créerait un trouble trop important à l'ordre public et qui viendraient finalement mettre en place une procédure de destitution qui ensuite serait suivie d'une procédure judiciaire. Voilà.
Et après, sur la question du gouvernement, alors finalement, c'est celui qui est, par rapport aux parlementaires et au président, le moins protégé, qui doit répondre des actes commis dans l'exercice des fonctions, et notamment des crimes ou des délits, et ça passera devant la Cour de justice de la République. Donc vous avez vu, le président comme le gouvernement, c'est une juridiction spécialisée. Pour le gouvernement, c'est composé de membres du Parlement, de l'Assemblée et de magistrats. Et est-ce que vous avez connaissance dans l'histoire de périodes, de ministres qui sont passés devant cette Cour de justice? Fabius, Fabius pour le sang contaminé. Effectivement, il y a eu Fabius pour le sang contaminé. D'autres Sans Cahuzac, non? Il y en a eu. Alors, il n'y a pas eu, je me demande, il n'y aurait pas eu Charles Pasqua. Si, qui a été condamné. Charles Pasqua qui a été condamné en 2010. Et en 2023, récemment, il y avait Éric Dupond-Moretti qui avait été convoqué, qui avait été relaxé par la Cour de justice de la République. Il y a eu Éric Dupond-Moretti. Oui. Ouais. Il a été relaxé. Autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que vouloir rendre inéligible un candidat, c'est pas un cadeau à lui ou à son parti, comme on l'a vu avec Trump aux États-Unis, qui a été suspecté et condamné? Alors, juste, Tiffaine, elle n'est pas là pour faire des analyses. Hein. Non, mais... Pour répondre au niveau juridique de ce qui peut se passer. Juste sur ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis pourrait se passer en France, par exemple, avec Donald Trump, qui a été condamné à de multiples reprises et qui aujourd'hui est élu président? C'est une question. Alors justement, c'est la question effectivement que je posais après, c'est-à-dire est-ce que quand on a une condamnation, on peut ou pas finalement être candidat? La réponse, elle est double. Elle est à la fois juridique, c'est-à-dire que ça dépend de la peine pour laquelle vous avez été condamné et si vous avez une inéligibilité, voilà, même moi j'ai eu du mal. Et c'est justement toute la question avec le cas de Marine Le Pen. Vous avez eu des inéligibilités qui ont été prononcées, je pense à l'affaire Cahuzac, je pense à l'affaire Fillon, et donc quand vous avez cette peine qui est prononcée et qui est définitive, puisqu'il faut qu'elle soit définitive, eh bien la personne, si elle exerce, doit démissionner, et surtout la personne ne peut pas être élue pendant le délai concerné. Mais une fois qu'on a dit ça, si vous partez sur d'autres types d'infractions pour lesquelles il n'est pas prévu de peine d'inéligibilité. Je vais vous prendre un exemple. Adrien Quatennens qui est condamné sur des violences volontaires. Il n'y a pas de peine d'inéligibilité, ça ne correspond pas à ce type d'infraction. Est-ce qu'il doit ou pas retourner à l'Assemblée nationale à partir du moment où il est condamné ou la peine est effectuée? Voyez ? Et là, on est sur une réponse qui devient non plus juridique, mais politique. Et je pense que ce qu'il faut se poser la question, c'est en comparant si dans la société, si quelqu'un a une condamnation judiciaire, est-ce qu'il retourne dans son emploi ou est-ce qu'il ne retourne pas dans son emploi? Justement, moi j'aimerais comprendre quel est l'esprit du droit dans ce cas-là. Parce que par exemple, un chef d'entreprise qu'on interdit de gérer une entreprise, il peut potentiellement mettre en danger sa société, la société, etc. Là, pourquoi on interdirait à un candidat d'être élu? Est-ce qu'il mettrait en danger la société? Dans le cas de Marine Le Pen, par exemple, moi je ne pense pas, mais j'aimerais bien savoir l'esprit du droit sur ça. Pourquoi on ne veut pas vouloir rendre ces gens éligibles? Alors, l'esprit du droit, c'est sur certaines infractions spécifiques, par exemple la corruption, où on considère que, eu égard à la nature de ces infractions-là, on est obligé, le juge est obligé de prononcer ce type de peine, parce que si la personne se retrouvait à nouveau en responsabilité, il y aurait un risque, finalement, un trouble à l'ordre public, parce que vous avez de la corruption, du trafic d'influence, etc., ce qui mettrait en cause la République. C'est pour ça. Mais si on compare sur l'esprit du droit, ce que je vous disais, avec d'autres domaines, par exemple, vous travaillez, vous êtes cariste dans une entreprise, vous avez une condamnation pénale, eh bien, vous pourrez retourner à partir du moment dans votre emploi. Alors là, je le dis sous réserve, c'est que si jamais vous avez des emplois dans la fonction publique et que vous avez certaines condamnations pénales, de la même manière, là, par contre, elles peuvent vous empêcher de retourner dans vos fonctions. Oui, Raymond. Moi, c'est dans la continuité de Guillaume. Par rapport à l'actualité, il y a Marine Le Pen qui, si elle est condamnée et qu'elle est inéligible, ça c'est une vraie galère. Donc elle ne peut pas se présenter. Si elle fait appel, elle peut se présenter. Alors justement, c'est ce qu'on appelle, c'est la clause provisoire en fait. Ouais, l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, ça veut dire qu'elle ne peut pas se présenter. Elle ne pourra pas faire appel. Ça dépend. Si ça dépend. toujours faire appel. Parce que Jordan Bardella disait que si elle fait appel, du coup, non mais ça dépend si l'exécution provisoire a lieu. Non, mais c'est l'exécution provisoire en fait. D'accord. C'est important. On ne le sait pas ça encore. Non, c'est pas encore. On a bien répondu ou pas? Oui, c'est ça. Ça dépend de la si le juge prononce ou pas l'exécution provisoire. Par principe, un appel est suspensif, mais à partir du moment où il y a exécution provisoire, ça s'applique. Et donc, et si je vais au bout, parce que je suis un peu embêtant, si elle est condamnée, elle a le droit de faire appel, qu'elle se présente, qu'elle gagne. Et qu'après, elle est condamnée après l'appel, une fois qu'elle est au pouvoir. Alors, là, ça sera... Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Mais... Elle ne peut pas se présenter avant d'avoir une décision. C'est-à-dire que si elle est condamnée avec l'exécution provisoire, elle ne pourra pas de fait se présenter, puisqu'il y a la peine d'inéligibilité, tout comme un chef d'entreprise qui aurait une interdiction de gérer, ne peut pas gérer.
Donc il y aura un obstacle légal. Ce que dit Raymond Tiphaine Ozière, à mon avis, tu me dis si je me trompe, c'est imaginons qu'il n'y ait pas Exécution provisoire. cette clause dont on parlait il y a un instant, d'exécution provisoire, qu'elle fasse appel. Voilà. Donc c'est pas donc ce serait Là, suspensif, exactement. Donc elle est présidente. Donc là, je peux vous dire, vous oubliez tout. Vous oubliez tout pendant 5 ans, bah oui, et 5 ans après, si elle n'est plus présidente, on viendra vers elle pour les affaires. Mais là, tu oublies pendant 5 ans, c'est terminé. En 5 ans, elle est au pouvoir. Elle peut tranquillement aller faire du frisbee sur la plage de Dieppe. Merci. Non, mais on est d'accord, c'est ça. Là, c'est différent, effectivement. S'il n'y a pas d'exécution provisoire, elle pourrait se prononcer, sauf que la Cour d'appel statuerait bien avant l'élection. C'est ça, oui, Gilles Verdel. Oui, le nœud du problème pour elle, si je puis dire, c'est l'exécution provisoire. Alors ça correspond à un critère de droit ou c'est subjectif parce que les juges estiment que, le procureur estime que ça mérite ça. C'est ça qui a choqué, qui a étonné. Bien sûr. Non, c'est ce que je vous dis, c'est un critère qui est légal et qui a été rentré dans le texte par rapport sur l'inéligibilité uniquement sur certains types d'infractions. Après, encore une fois, les juges décideront de s'ils souhaitent ou pas la prononcer. Mais j'entends la question sur le débat que ça suscite, parce que vous aviez eu surtout par le passé des peines où, comme ça n'était pas inscrit dans le texte, l'automaticité de l'inéligibilité, vous aviez eu des personnes qui ont été condamnées mais qui n'ont pas été déclarées inéligibles. Et quand on y réfléchit bien, c'est quand même une mesure qui est quand même incroyable, parce que l'inéligibilité avec des exécutions provisoires, ça veut dire qu'on est peut-être innocent, mais qu'on est déjà condamné. Parce que là, elle peut très bien, si l'éligibilité est prononcée, elle ne pourra pas se présenter, mais il y aura peut-être l'appel qui arrivera après, qui la blanchira. Et elle aura été empêchée de se présenter alors qu'elle était déclarée innocente. C'est ma question dans l'autre sens. C'est complètement délirant. C'est la question dans l'autre sens. Oui, mais ça... c'est pas une déclaration, c'est plus une démonstration de droit que je viens de faire. Je passe sous le contrôle de maître Ozière. Je pense vous recrutez, Jean-Michel. Non, mais effectivement, mais c'est pour ça que je dis aussi que s'il y avait un appel, évidemment, je pense que la Cour d'appel statuerait avant pour trancher le débat avant toute échéance électorale, et il y aurait ça justifierait d'une urgence en tout cas à statuer. Mais ce que ça veut dire par rapport à la question de Gilles, c'est qu'on voit bien qu'il y a une judiciarisation de la vie politique avec des sanctions beaucoup plus lourdes que ce qui pouvait exister avant. Et ça, j'allais dire, c'est à l'échelle du monde, parce que si vous regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, puisqu'on parlait du cas des États-Unis, vous avez des procédures de destitution, ça fait déjà un certain nombre d'années où ça a été évoqué. Vous avez eu avec Nixon dans l'affaire du Watergate, donc des écoutes, qui de lui-même a démissionné avant que la procédure soit mise en place. Vous avez eu Bill Clinton sur le scandale Monica Lewinsky, où là, la procédure n'avait pas été au bout. Et on voit que d'autres pays ont inscrit ça dans la Constitution. Le Venezuela, le Brésil, la Lituanie. Vous avez eu d'ailleurs des destitutions de Dilma Rousseff, qui avait été destituée, par exemple. En Corée du Sud, il y avait eu aussi une destitution. On voit qu'en Italie, il y avait une condamnation de Berlusconi. Donc vraiment, voilà, on va vers une judiciarisation de la vie politique. Merci. Tiphaine Ozière, d'autres choses ? Plus de questions ? Parfait. Très bien. Isabelle ? Très bien. Non, c'est parfait. Merci, excusez-moi. Non. Vous êtes contente, c'est bien ? Vous allez après me reprocher de poser des questions. Pour poser des questions, tout répondu. Merci, merci. Vous avez vu, même si Isabelle est contente, merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.